Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. J'espère que. C'est chaud. Sur quel étage? C'est pas. Oui. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé un bon été, bonne rentrée. Donc, ça me fait grand plaisir d'avoir Hugo Théoret pour commencer l'année. Je pense que par d'entre vous savez, Hugo est professeur titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal. Il a obtenu son PhD en neuropsychologie à l'Université de Montréal en 2000. Et ensuite, il a fait un stage postdoctoral à la faculté de médecine de l'Université Harvard. Et il est devenu ensuite professeur au département de psychologie. Et il a eu un poste de chercheur au centre de recherche du CHU Sainte-Justine en 2003. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il nous indique la volonté de se joindre ici au CEGM en tant que chercheur. Et notamment, il a récemment développé un programme de recherche majeur. Les gens qui ont. Excuse, on était en bas. Oui, c'est ça. Je m'excuse, je dois partir à 13h, donc c'est pas fini, donc je vais pas. Oui, on va vous laisser vous asseoir, je vais finir. Donc, je disais qu'il a récemment développé un programme de recherche majeur en collaboration avec deux chercheurs du CEGM, Ben Joubert et François Champy. Et le projet est intitulé l'hypothèse GABAergique comme mécanisme commun à la perte auditive et au déclin cognitif. Je pense que ce projet fait l'objet d'une demande de financement de l'IRSN. Exact. Voilà, merci. Hugo. Ça fait plaisir. Merci, Louis, de m'avoir invité. Je sais que c'est le midi. En plus, c'est les demandes IRSC. Je vais essayer d'être. J'ai essayé que ce soit bref, mais qui sait. J'ai pensé, en fait, aujourd'hui, présenter des résultats plutôt méthodologiques, mais avec une introduction un petit peu plus clinique, pour essayer, en fait, de voir les manières que l'on a ici, entre autres, justement, au CRUGM, à l'UNF, de mesurer le GABA, pour regarder, en fait, deux outils spécifiquement, donc la stimulation magnétique transcrânienne et la spectroscopie par résonance magnétique. Puis l'idée globale, c'est de commencer par un exemple clinique pour voir en fait est-ce que les deux techniques mesurent la même chose. Puis si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Puis sinon, qu'est-ce que ça peut nous apporter là, comme méthode complémentaire d'investigation du système nerveux central. Donc, pour commencer, j'apprendrai rien à personne en vous. Ça ne marche pas. Hmm. Mon ordinateur. Oh, OK, oui. Donc, le GABA, évidemment, c'est le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central qui est présent dans jusqu'à 30 des cellules du cerveau. Plus important pour nous, évidemment, c'est que c'est bien démontré maintenant depuis plusieurs années que le GABA, ou un dysfonctionnement du GABA contribuerait à la présentation pathologique de nombreux syndromes à la fois neurologiques et psychiatriques. Donc, bien évidemment, d'un point de vue clinique, c'est une bonne idée de bien comprendre le GABA, mais aussi d'être capable de le mesurer de façon adéquate, puis comprendre ce qu'on mesure avec les différentes techniques qu'on utilise. Donc, je vais parler aujourd'hui de deux techniques non seulement principalement, mais exclusivement. En fait, on va regarder premièrement la stimulation magnétique transcrânienne. La stimulation magnétique transcrânienne, la TMS, pour le reste de la présentation. Je vais y aller brièvement, je présume beaucoup la connaissent, mais essentiellement, c'est une méthode indirecte de mesurer l'excitabilité corticale. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la TMS? On place une bobine de stimulation sur une région du cerveau, on envoie une pulsation électromagnétique et on provoque une dépolarisation neuronale. Si on fait cette stimulation-là au niveau des régions motrices, il est possible de dépolariser des neurones pyramidaux, donc qui projettent en rang corticospinal, puis ultimement rejoint donc, la jonction neuromusculaire. Donc, en plaçant la bobine de stimulation au bon endroit, on est capable de provoquer des mouvements musculaires relativement précis, là, des muscles relativement précis. Et on peut bien sûr, avec l'électromyographie, mesurer donc l'amplitude des contractions musculaires. Or,
on présume, il y a beaucoup d'évidence qui suggèrent que l'amplitude du potentiel évoqué moteur, donc une réponse périphérique indirecte, serait une mesure donc de l'extrémité corticale de la région qui est située. En l'occurrence, le cortex moteur. Donc, ça, c'est le fonctionnement de base donc, de la TMS. On va revenir au-dessus plus tard à savoir comment est-ce que ces mesures-là peuvent être utilisées pour mesurer le système GABAergique. La deuxième méthode, qui est utilisée ici, évidemment, à l'UNF beaucoup, c'est la spectroscopie par résonance magnétique. Donc, un peu de façon similaire à la TMS. Habituellement, malgré qu'on est capable maintenant de le faire sur le cerveau au complet, on va placer un voxel d'intérêt sur une région du cerveau spécifique qui nous intéresse et on va mesurer la concentration de différents métabolites dans cette région-là précise. Une espèce de cube, peut-être de 3 par 3 par 3 millimètres. Donc, à l'intérieur de cette région-là, il est possible de mesurer des concentrations de métabolites et on va avoir un spectre qui va sortir de ça. Et à ce moment-là, on a une mesure qui est beaucoup plus directe des concentrations et on va voir évidemment tantôt qu'on est maintenant capable de mesurer les concentrations donc des métabolites GABAergiques. Donc, pour avoir une mesure directe des concentrations dans une région d'intérêt. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir de quelle façon, parce que c'est plus simple avec la spectroscopie, mais avec la TMS, comment est-ce qu'on peut mesurer le système GABAergique? Donc, je vais faire une très brève présentation des évidences qui nous montrent cette façon-là. Donc, je le disais précédemment, si on met la bobine de stimulation sur le cortex moteur, la représentation d'un muscle de la main, par exemple, on va faire une contraction musculaire. Avec l'électromyographie, on enregistre l'amplitude de cette contraction-là, ce qui nous donne, comme on le voit à l'écran, un potentiel évoqué moteur. Oui, je peux poser, ça peut être interactif, quoi. Ça te dérange. Je veux juste être sûr de comprendre, tu viens de mentionner que tu mesurais la contraction, mais tu ne mesures pas la force. Non, exact. Donc, du coup, tu mesures la. Je veux juste être sûr de comprendre. Oui. On mesure l'amplitude de la contraction musculaire. Mais si tu ne mesures pas la force, comment tu peux mesurer l'amplitude de la contraction musculaire? Tu mesures l'excitabilité. Oui. On mesure, en fait, on stimule, on provoque la contraction du muscle, on mesure avec des électrodes juste donc, tu mesures la réponse EMG et le recrutement des unités motrices, mais pas la contraction en elle-même. Non, exact. On n'insère pas des électrodes effects, c'est l'amplitude de la contraction. Mais, ok, après, juste pour être sûr de comprendre, parce que là, tu peux mettre une cellule de force et mesurer sans être invasif la force. Donc, tu mesures l'excitabilité, pas la contraction musculaire en elle-même. Pas la contraction en elle-même, exact. Okay. Okay. Donc, ça, c'est utilisé comme une mesure indirecte, donc de l'excitabilité cortico-spinale. Maintenant, si on utilise la TMS, on peut utiliser des protocoles qui nous permettent de moduler l'amplitude du potentiel évoqué moteur en envoyant une autre pulsation électromagnétique. Donc, si on envoie une pulsation quelques millisecondes avant notre stimulation, on envoie une première stimulation quelques millisecondes, de 3 à 5 millisecondes plus tard, on envoie une stimulation qui va provoquer un mouvement de la main, donc la contraction musculaire, on va inhiber la réponse. Okay? C'est-à-dire que j'ai une stimulation qui provoque une contraction musculaire. Si j'envoie une autre stimulation de TMS 3 à 4 millisecondes avant, l'amplitude la stimulation, l'amplitude du potentiel évoqué moteur qu'on enregistre est diminuée. Donc, essentiellement, on inhibe la réponse avec une stimulation qui a précédé. 3-4 millisecondes. Si maintenant on augmente la durée entre nos deux stimulations, j'envoie une première stimulation de TMS, j'ai un potentiel évoqué moteur qu'on voit ici. J'en envoie une deuxième 100 millisecondes plus tard. J'ai un deuxième potentiel évoqué moteur qui est provoqué. Donc, on les voit les deux potentiels évoqués moteurs sur l'écran. On voit que la taille du deuxième, donc l'amplitude de la deuxième contraction musculaire, est réduite. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle l'inhibition à long intervalle. Troisième possibilité de moduler la façon dont on applique la TMS, c'est qu'on va demander aux participants de faire une contraction musculaire. Donc, le participant fait une contraction musculaire du muscle qui est à l'étude. On envoie une stimulation magnétique transcrânienne. On a notre potentiel évoqué moteur. Et suite au potentiel évoqué moteur, on a ce qu'on appelle une période silencieuse. C'est-à-dire qu'il y a une période où le signal électromyographique est complètement éteint. Hein, donc, revient à zéro. Et cette période-là, donc, c'est une période d'inhibition. Et on peut mesurer cette période-là. Et ça va nous donner une idée de l'inhibition. Donc, pour faire, c'est pas besoin de tout comprendre les détails de ces techniques-là. L'idée ici, c'est qu'en modulant les stimulations qu'on effectue avec la TMS, on est capable d'avoir un effet sur notre potentiel évoqué moteur. Or, comment est-ce que ça peut nous informer sur le système GABAergique?
ben, ce qu'on s'est dit il y a plusieurs années, c'est est-ce que si on fait des approches pharmacologiques, c'est-à-dire qu'on donne des médicaments qui vont spécifiquement toucher le système GABAergique, est-ce qu'on va apercevoir des modulations dans ces effets-là qu'on observe chez l'individu en santé? Or, ce qu'on a vu, c'est si on donne du lorazépam, donc le lorazépam étant un modulateur positif du GABA-A, donc un benzodiazépine comme l'Ativan, par exemple, on va voir une augmentation de l'inhibition. Okay? C'est-à-dire que le phénomène qu'on observe avec la TMS, donc l'inhibition qu'on observe du potentiel évoqué-moteur, va être augmentée. Donc ça suggère que derrière l'intervalle, derrière l'inhibition à court intervalle, ce serait un mécanisme GABAergique, particulièrement touchant les récepteurs de type A, qui sont impliqués dans ce processus-là inhibiteur. Si par contre, on donne un agoniste des récepteurs GABAergiques B, comme le baclofène, par exemple, qu'on utilise pour des problèmes de mouvement, on va voir en fait que c'est plutôt la mesure d'intervalle à long terme, c'est-à-dire lorsqu'on augmente l'intervalle temporel entre nos deux stimulations, qui va être touché par le baclofène, puis même affaire pour la période silencieuse. Donc, c'est-à-dire la durée du silence électromyographique qui va suivre le potentiel évoqué moteur va être augmentée lorsqu'on administre à des individus en santé une dose de baclofène. Donc, ces données-là, je résume ici plusieurs décennies de recherche, nous suggèrent, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ces trois méthodes-là qu'on a ici nous permettent, de manière non invasive chez les individus en santé, de mesurer de façon indirecte le fonctionnement du système GABAergique, particulièrement le système GABAergique, donc au niveau des récepteurs de type A et B. Donc, fin de l'introduction méthodologique. Oui, question. L'ordre de grandeur de temps pour le cours de l'année. Le cours, c'est entre 3 et 5 millisecondes. Le long intervalle, c'est entre 100 et 200 millisecondes. Merci. En fait, deux stimulations. Donc, je vais vous donner un exemple ici. On a utilisé ces méthodes-là, donc la TMS, on va voir plus tard la spectroscopie, pour investiguer un problème clinique. Dans le cas suivant, vous le voyez, les commotions cérébrales. Donc, on va passer brièvement aussi là-dessus les commotions cérébrales. Donc, une commotion cérébrale, évidemment, ça provoque un effet sur le cerveau. On a, avec des modèles animaux, maintenant beaucoup chez l'humain, une petite idée de ce qui se passe au niveau cérébral, ce qu'on a appelé la cascade neurométabolique. Donc, la commotion cérébrale va provoquer un enchaînement d'événements dans la cellule nerveuse du cerveau de la personne qui est reçue quoi à la tête. Et, entre autres mécanismes qu'on présume être impliqués dans la cascade neurométabolique, mais c'est bien évidemment le neurotransmetteur GABA. OK, donc, ces évidences-là nous ont suggéré de ça il y a plusieurs années que dans la commotion cérébrale, il pourrait y avoir une implication des systèmes GABAergiques. Quand on fait des présentations sur les commotions cérébrales, on présente tout le temps des exemples comme ça de personnes qui reçoivent des coups à la tête. Pour ma part, je préfère présenter cet exemple-là, en fait, qui sera un peu qui, moi, m'a beaucoup poussé à m'intéresser aux questions des commotions cérébrales. En fait, c'était publié dans un journal new-yorkais où il y avait un individu qui, selon toute vraisemblance, était un parfait imbécile. C'est-à-dire que c'est un jeune homme qui se prenait tout le temps il se battait tout le temps, essentiellement, pour toutes sortes de raisons. Puis il était reconnu pour ne pas être très vite sur ses patins. Or, il a fait une commotion cérébrale dans un de ses combats. Essentiellement, il s'est battu avec un autre type sur la rue. Il a mangé un coup de poing. Il a fait une commotion cérébrale. Puis quand il s'est réveillé de ce problème-là, puis on nous dit ici, il serait apparemment devenu un génie des mathématiques, en fait. Donc, ça m'a très intrigué à l'époque. Puis je me suis dit, en fait, c'est quand même quelque chose. Est-ce qu'on peut effectivement devenir un génie après une commotion cérébrale? Qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est comment est-ce qu'on définit, en fait, l'imbécilité du participant en question? C'est qu'il portait un mulet, la fameuse coupe de cheveux longue en arrière puis courte en avant. Donc, on voit ici de mulet à génie après une commotion cérébrale. Un point tel, en fait, qu'à l'époque, les chercheurs étant jamais à court d'idées farfelues, ils ont même mis ce pauvre type dans un scanner, en fait. Ils ont fait faire toutes sortes de tâches, puis effectivement, ils se sont rendus compte qu'il y avait des modulations d'activité dans son cerveau qui étaient probablement dues à sa commotion cérébrale dans des régions qui traitaient des informations mathématiques. Donc, tout ça, ça m'a fortement impressionné. Donc, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Étudier les commotions cérébrales chez
des individus de notre milieu. Donc, la première affaire qu'on a faite, ça date de plusieurs années maintenant, ça ne nous rajeunit pas, mais un de mes étudiants à l'époque, Louis de Beaumont, qui est professeur aujourd'hui maintenant ici à l'Université de Montréal, s'est questionné en fait de dire est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les techniques que l'on a pour effectivement vérifier est-ce que dans les commotions cérébrales, il y aurait un mécanisme pathologique GABAergique qui expliquerait en partie la symptomatologie qu'on observe dans cette population. Donc, la première étude qu'il a faite à l'époque, donc ça date déjà là, de plusieurs années, en 2007, c'est assez simple en fait, c'est qu'il a recruté des athlètes, donc des joueurs de football pour la grande majorité, et il a pris des athlètes qui n'avaient jamais eu de commotion cérébrale dans leur carrière, donc c'est des athlètes qui jouaient au football là, présentement, des athlètes qui avaient subi une commotion cérébrale, et des athlètes qui en avaient subi plusieurs. Évidemment, on parle ici d'un rapport rétrospectif, là. Ça vaut ce que ça vaut, mais essentiellement, c'était la première étude du genre là, à le faire. Donc, il a pris cette population-là, il a fait toutes sortes d'investigations. On va se limiter aujourd'hui dans toutes les études à la partie GABAergique. Et ce qu'il a montré, on le voit ici, l'exemple, c'est un exemple d'un des participants lorsqu'il mesurait la fameuse période silencieuse. On se rappelle que c'est une mesure de TMS qui serait lié, apparemment, selon les études pharmacologiques, à un processus GABAergique, particulièrement des récepteurs alpha-B. On voit la durée de la période silencieuse ici chez un participant contrôle entre le potentiel évoqué moteur et le redémarrage de l'activité de fond du signal électromyographique. Et on voit qu'on avait une augmentation donc, de la durée de cette période silencieuse. Donc, ça, c'était une indication pour nous qu'effectivement, chez des individus qui ont subi une commotion cérébrale, il pourrait y avoir un processus pathologique impliquant le GABA. Oui. Est-ce que, c'est super intéressant du coup, est-ce que ces études-là, elles ont contrôlé pour l'intensité de la contraction en pourcentage de force ou le niveau de MG? Exact, exact. Donc, la façon que c'est fait, effectivement, c'est qu'on va, il y a deux façons de le faire, c'est-à-dire qu'on transducer de force, là, où on fait, je pense, 20 de la force maximale. Et ensuite, le participant regarde le signal électromyographique pour le garder dans une fenêtre. C'est à ce moment-là qu'on envoie la stimulation électrique transcrânienne et on voit la période de silencieux. Donc, ça, c'est un de ces participants-là. Quand on regarde, évidemment, les données de groupe, là, c'est des graphiques qui datent de plusieurs années. Là. Il n'y a pas de mesure de dispersion. C'est des vieux graphiques. Je suis désolé. Mais essentiellement, ce qui était montré dans ces études-là, c'est qu'effectivement, quand on comparait nos individus qui avaient subi une commotion cérébrale, qu'elle soit simple, qu'elle soit multiple, comparativement à des sportifs, donc pratiquant des sports de contact qui n'avaient pas eu de commotion cérébrale, il y avait une augmentation significative de la durée de cette fameuse période silencieuse. Il y a d'autres affaires qui ont été vues dans ces populations-là, là, mais ici, je me limite aux J'en profite, hein? Oui. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé, mais c'est indirect quand tu relis au GABA. Ça pourrait être du gamma, ça pourrait être autre chose. Exact. Okay. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est le gamma? C'est que si on a donné aussi des agonistes glutamatergiques, c'est indirect complètement, mais les seules modulations pharmacologiques qui vont provoquer un effet sur la dite période silencieuse, c'est des mécanismes GABAergiques. Effectivement, c'est des médicaments GABAergiques, en l'occurrence ici le baclofen. Mais bien sûr, c'est une méthode indirecte. C'est pour ça qu'on va faire de la spectroscopie par la suite. Mais c'est une mesure totalement indirecte. C'est basé sur des données pharmacologiques. Okay. C'est cool ça, parce que ça prend aussi l'inhibition de la moelle épinière dedans. Exact. C'est vraiment un truc... il y a un signal spinal là-dedans, bien sûr. Donc, on a ça. Quand on regardait maintenant la distribution de nos groupes selon la sévérité de la commotion cérébrale, la dernière commotion cérébrale, chez nos participants, on voyait qu'il y avait une augmentation en fonction de la sévérité. Donc, on voit les participants qui avaient selon la gradation de l'Académie de neurologie américaine, 1, 2 et 3, on voyait que cette durée-là, qui, je le répète, présumément une mesure de l'activité GABAergique dans le cortex moteur de ces participants-là, qui avaient une augmentation. Dernier point qu'on a observé dans cette première étude-là, en fait, c'est que, évidemment, ceux qui travaillent avec des athlètes qui jouent de base, et qui les recrutent et qui les suivent, mais invariablement, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont subir une commotion cérébrale. Ça, c'est inévitable. Donc, pendant cette étude-là, il y a 5 des participants qu'on avait déjà testés qui, pendant le protocole, en ont eu une deuxième, ou une troisième, ou une quatrième, ou une cinquième. En fait, on le voit là on ne le voit pas très bien, mais sur le tableau, on voit que c'est des participants qui en avaient entre 3 et 5 déjà. Ils ont subi une autre commotion cérébrale. Donc, on avait leur mesure de base d'athlètes commotionnés. On les a testés après leur nouvelle commotion cérébrale. Et ce qu'on a vu chez chacun de ces 5 participants-là, il y avait une augmentation de la durée de la période silencieuse. Donc ici, on avait des évidences
préliminaire, c'était la première étude du genre, où ça suggérait qu'il y avait un effet possiblement GABAergique dans le cortex moteur de ces athlètes-là, qui était dépendant de la sévérité et qui plus est augmentait avec, c'était seulement une, mais chacune des commotions subséquentes. Donc, ça, c'était la première démonstration de ça. Nous et d'autres laboratoires l'avons répliqué à quelques reprises, ces résultats-là, dans d'autres groupes d'athlètes qui pratiquent d'autres sports. Donc, ça semble être une mesure ou une pathologie, en fait, neuronale qui semble être relativement facile à reproduire dans d'autres groupes, dans d'autres sports, dans d'autres contextes, où les individus qui ont une commotion cérébrale, quand on les compare les individus qui n'en ont pas eu, il y aurait des dysfonctions GABAergiques dans cette population-là. Donc, on voit ici, par exemple, une autre étude. Ça avait été répliqué en 2012. On l'a refait une autre étude en 2012 où on voit en haut la période silencieuse. Il y a deux graphiques, en fait, parce qu'on peut faire la stimulation à différentes intensités. Et on voit qu'effectivement, dans ces deux autres études-là, augmentation de la période silencieuse chez les athlètes commotionnés. Et on voit en bas l'autre mesure de GABA-B. On se souvient peut-être au début, j'ai parlé qu'il y a aussi l'inhibition à intervalle de longue durée qui serait aussi une mesure du GABA-B. Et encore une fois, dans cette technique-là, on voyait qu'il y avait une augmentation de l'inhibition dans cette population-là. Puis je montre un exemple ici, là, comme tantôt. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inhibition de longue durée. On voit un participant contrôle. On a le premier potentiel évoqué ici. On fait une deuxième stimulation 100 millisecondes plus tard. On a un deuxième potentiel évoqué qu'on voit qui est réduit en taille. Donc, ça, on voit ça, c'est très facile à produire chez les individus en santé. Et qu'est-ce qu'on voit chez notre participant commotionné? Bien, on voit en fait que, là, évidemment, j'ai pris le participant chez qui ça paraissait le plus, mais on voit que tellement d'inhibition que, en fait, le potentiel évoqué moteur est complètement disparu dans ce cas chez ce participant. Donc, ici, on a des évidences. Chez le participant jeune qui pratique un sport de contact, et on a des évidences évidemment indirectes qu'il y aurait des dysfonctionnements du système GABAergique. L'autre question que s'est posée, encore une fois, Louis, à l'époque, quand il était dans mon laboratoire, c'est la chose suivante. Pour les commotions cérébrales, il y a une chose qu'on sait depuis toujours, en fait, depuis plusieurs années, c'est que si on a déjà fait une commotion cérébrale, on est à risque d'en faire une deuxième. Si on en a fait une deuxième, on est encore plus à risque d'en faire une troisième. Donc, il y aurait un effet cumulatif des commotions cérébrales qui augmente la probabilité qu'on en ait par la suite. Premier point. Deuxième point qu'on observe chez nos athlètes, en fait, c'est que non seulement ils ont plus de chances d'en faire une autre, mais ceux qui en ont déjà fait, ils ont plus de chances d'augmenter en sévérité leur commotion cérébrale. Donc, ils en font plus avec le temps et celles-ci sont plus sévères. Qu'est-ce que ça nous suggère, ça? Ça nous suggère qu'il reste quelque chose dans le cerveau, même quand les symptômes sont disparus. Parce que nos athlètes, on les teste, ils font des commotions cérébrales, ils perdent une semaine, 2 semaines, l'équipe médicale les teste, ils retournent jouer. Apparemment, ils n'ont pas de problème, ils ne rapportent pas de symptômes, ils retournent jouer. Or, s'ils font une autre commotion cérébrale, elle va être plus sévère. Pourquoi? Il doit rester quelque chose dans le cerveau qui les rend plus susceptibles à avoir une autre commotion cérébrale. Donc, c'est ce qui nous a intéressés à l'époque, c'est-à-dire les dysfonctionnements qu'on observe chez nos sujets jeunes. Est-ce qu'on va les observer si on prend des participants qui, cette fois-ci, pratiquent plus de sport de contact depuis des mois, voire des années? Donc, c'est ce qu'il a fait à l'époque. Il a recruté 2 groupes d'athlètes, mais ici, c'était quelque chose à l'époque, c'est-à-dire qu'il a recruté des athlètes qui avaient un l'âge moyen 61 ans. Donc, c'est 2 groupes d'athlètes, qui ne sont plus athlètes, qui avaient pratiqué du sport de compétition à l'université et, encore une fois, avec le rapport rétrospectif qui date de plusieurs années, ça vaut ce que ça vaut pour vraiment le nombre de commotions cérébrales. Ceci étant dit, on avait des athlètes universitaires d'âge moyen 61 ans. Évidemment, l'éducation était similaire dans les 2 groupes, c'était tous des anciens universitaires. On les a testés sur une multiple d'autres, cognitivement, etc. Ils étaient très, très, très similaires comme proposition des 2 groupes. Or, qu'est-ce qui différenciait ces 2 groupes-là? C'est que dans un des 2 groupes, il y avait eu, entre autres choses, on espère que c'était la seule, une commotion ou une dernière commotion cérébrale 35 ans auparavant. Donc, on parle vraiment d'un événement qui est arrivé il y a de nombreuses années. Encore une fois, on a parlé ici du fait qu'on a plus de chances d'avoir une commotion cérébrale, mais ceux qui suivent le sport, vous savez aussi que maintenant, on sait qu'il y a une possibilité que les commotions cérébrales soient associées à des dégénérescences, à des maladies neurodégénératives. Donc, il y a possiblement quelque chose qui reste dans le cerveau. Est-ce que ça pourrait être, entre autres,
notre fameux dysfonctionnement GABAergique qu'on a observé. Donc, c'est ce qu'il a regardé. Il a refait toutes sortes d'affaires, évidemment, mais quand on regardait nos méthodes de TMS, d'évaluation du système GABAergique, on voyait la même chose qu'on a vu chez l'étudiant, pardon, chez l'athlète, l'ancien athlète non commotionné, à savoir une augmentation de la fameuse période silencieuse. Là, je ne présente pas ces données-là, mais qui plus est, ces effets-là étaient corrélés aussi à différentes mesures comportementales que je ne présenterai pas aujourd'hui. Mais donc, l'effet 35 ans plus tard, et ça, c'était la première, on a refait ça dans d'autres groupes d'athlètes plus âgés, et on a revu encore une fois les mêmes résultats. On voit en bas la période silencieuse, en haut l'intervalle à longue, l'émission à long intervalle. Donc, essentiellement, quand on regardait ces données-là, j'ai résumé plusieurs années d'études sur ces groupes-là, ce qu'on a vu, entre autres choses, c'est des anomalies présumément GABAergiques que l'on est capable d'observer en utilisant la TMS. Or, comme on m'a fait remarquer précédemment, la TMS, c'est une méthode qui est essentiellement indirecte. On l'a même mentionné tantôt, qui pourrait aussi impliquer effectivement des composantes spinales. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de regarder ça plus directement? Donc, c'est ce qu'on a fait. On a dit, utilisons la spectroscopie par résonance magnétique, qui, elle, permet la mesure des métabolites d'intérêt dans une région spécifique. Donc, c'est ce qu'on a fait. Les premières études qu'on a faites, on avait le développement d'une séquence qui nous permet de mesurer le GABA. Ça a pris quelques années. On va revenir tantôt pourquoi c'est difficile de mesurer le GABA avec la spectroscopie. Donc, les premières études qu'on a faites, c'était avec le glutamate. Nous, dans nos mesures en TMS qu'on a utilisées, je n'ai pas présenté les résultats, mais on n'en voyait pas. Donc, on a des mesures qui nous permettent, entre guillemets, de mesurer indirectement le glutamate avec la TMS. On ne voyait pas de différence entre nous. Or, quand on a fait ces études-là chez des athlètes jeunes qui pratiquent le football, on a vu des différences. Donc, dans le cortex moteur, je pointe là, mais dans le cortex moteur du glutamate, donc on voit ici, on avait deux groupes, un groupe contrôle, un groupe de participants avec une commotion cérébrale, des différences au niveau glutamate chez les jeunes. On a refait la même affaire chez les mêmes ou des participants similaires âgés qui étaient plusieurs décennies après la dernière commotion cérébrale. On a mesuré le glutamate dans leur cortex moteur. On a vu là aussi des différences qui semblaient s'exacerber avec le temps. Donc, je passe ça rapidement, mais essentiellement, la spectroscopie nous permettait d'identifier des anomalies chez les jeunes et les athlètes âgés au niveau glutamatergique dans le cortex moteur. Est arrivée par la suite la disponibilité de la séquence, en fait, donc la séquence qui nous permet de mesurer le GABA. Le problème, je vais y aller très rapidement, le problème avec mesurer le GABA avec la spectroscopie, c'est la chose suivante, c'est que dans le spectre, donc dans la mesure que l'on fait du signal, le GABA, le signal du GABA est chevauché par le signal d'autres métabolites qui sont beaucoup plus puissants, entre autres la créatine. Donc, quand on mesure un spectre avec les méthodes habituelles qu'on utilise, comme par exemple pour mesurer le glutamate, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le signal GABAergique est perdu dans le signal d'autres métabolites. C'est ce que tout le temps a été le problème, en fait, avec la mesure du GABA. Or, à la fin des années 2000, on a développé des séquences qu'on appelle, je vais le dire en anglais, mais editing. Donc, on est capable qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on édite le spectre? C'est qu'on va envoyer une première séquence qui va nous permettre de mesurer les pics des différents métabolites. Donc, ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Et on envoie un deuxième. Ce deuxième-là, pour des raisons que je ne vais pas entrer dans les détails méthodologiques, mais ça nous permet, en fait, de moduler le spectre spécifiquement où se trouve le signal du GABA. Donc, on a les deux spectres. Le off, c'est le spectre ordinaire. Le on qui est édité. Quand on soustrait les deux, le signal du GABA ressort. Je fais ça très brièvement. Donc, ici, on a le spectre de différence. Ici, donc, c'est la différence du spectre ici de celui-là en bas. Et ici, on voit clairement qu'on est capable d'identifier des pics qui correspondent au GABA, qui est le pic qui est ici. Donc, on voit que c'est un signal qui est vraiment très petit. Pourquoi c'est difficile de mesurer dans une séquence ordinaire? C'est parce que ce pic-là, il est perdu dans le signal ici, entre autres de la créatine. Donc, qu'est-ce qu'on mesure avec un signal édité? C'est cette partie-là qu'on appelle le GABA. Le GABA, à cette région-là, il est aussi contaminé beaucoup avec des macromolécules. C'est
c'est un autre problème méthodologique avec lequel on doit faire face dans l'analyse, mais essentiellement, avec des séquences éditées, on est capable de mesurer le signal GABAergique dans une région spécifique. OK? Donc, on a maintenant accès à ces techniques-là. Donc, on s'est dit, évidemment, prenons nos athlètes et refaisons tout le bazar, mettons-les dans un scan et mesurons le GABA de cette façon. Et arrive-t-il à ce moment-là, coup de théâtre, c'est-à-dire qu'on observe absolument. On a une question en ligne. Ah, OK. Où on attend la fin. C'est une question rapide. Hélène, Méthodologique. Oui, en fait, merci. C'est vraiment excellent la conférence. Je me demandais, en fait, c'est la créatinine. J'imagine que vous demandez aux gens de ne pas faire d'exercice avant la mesure parce que ça peut être influencé par l'exercice et ça passe la barrière hémato-encéphalique. Oui, en fait, la question de l'exercice, on va revenir sur la question de l'exercice parce qu'effectivement, on leur demande pour plusieurs raisons de ne pas faire d'exercice, mais entre autres pour ça, parce qu'on va voir en fait que non seulement pour la créatinine, mais aussi pour le GABA, on va présenter des études dans le labo qu'on a faites là-dessus où l'exercice physique module aussi le GABA de façon aiguë. Fait que la réponse courte à cette question-là, c'est oui, on leur demande de ne pas faire d'exercice physique. OK, merci. Mais on va y revenir exactement sur cette question-là plus tard. Donc, on a pris nos participants, on les a mis dans le scan, on a mesuré le GABA par spectroscopie. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'on n'avait pas de différence entre nos deux cas. Ça, on l'a revu dans d'autres études subséquentes. Donc, on avait ici une question, en fait, c'est de dire, bien, on semble l'avoir montré relativement clairement avec la TMS, mais quand on utilise la spectroscopie, on le voit pas. Pourquoi? On s'est questionné par la suite, en fait, puis ça, c'est moins rapport au GABA, mais on va voir que le GABA est important là-dedans, mais c'est que la commotion cérébrale, là, pour en revenir à la commotion cérébrale, on sait maintenant depuis plusieurs années que la commotion cérébrale, ce n'est pas nécessairement l'événement le plus important quand on regarde les effets de la pratique d'un sport de contact. Je vous donne l'exemple assez clair avec ça. C'est si quelqu'un s'en va voir un match de football et qu'il ne pratique pas aucun sport, il glisse en se rendant au match, puis il se cogne la tête et fait une commotion cérébrale. Puis on en prend soin. Puis on compare cette personne-là à un joueur de football qui joue au football depuis 25 ans, qui est joueur de ligne et qui reçoit des coups à la tête chaque jour depuis 20 ans, des dizaines et des dizaines par jour. La question, évidemment, c'est lequel des deux, théoriquement, doit avoir le plus de séquelles. On va penser que c'est l'athlète qui a reçu des coups à la tête et non le pauvre type qui a glissé en se rendant au match et qui a une commotion cérébrale. Donc, on a depuis plusieurs années pensé qu'en fait, la problématique principale, ce serait les coups répétés à la tête plus que la commotion cérébrale elle-même. Donc, le point suivant qu'on a décidé de regarder avec nos techniques, c'est de dire, est-ce qu'on peut, ces effets-là, l'effet des coups répétés à la tête en absence d'une commotion cérébrale, les observer chez les athlètes. Donc, ça, on l'a montré avec la TMS, c'est-à-dire que même si un participant n'a pas fait de commotion cérébrale, le fait d'avoir des coups répétés à la tête peut avoir des impacts sur les phénomènes GABAergiques tels que mesurés par la TMS, mais on l'a regardé avec la spectroscopie. Donc, on a pris des non-athlètes, donc un groupe de personnes qui ne pratiquent pas de sport, des athlètes qui font un sport sans contact et un groupe d'athlètes qui font un sport de contact, mais qui n'ont jamais subi de commotion cérébrale. Quand on regarde les résultats de ça en spectroscopie, encore une fois, comme on a vu avec l'étude précédente avec des vraies commotions cérébrales, quand on regarde la concentration GABAergique dans le cortex moteur de ces athlètes, de ces individus-là, on ne voit pas de différence au niveau GABAergique avec la spectroscopie, malgré, encore une fois, le fait qu'on l'a observé avec la TMS. Donc, on est, oui. Les groupes non contacts et contacts, c'est mesuré, mais c'est une convention. Ils n'ont pas de groupe. Exactement, exactement. Donc, il n'y a personne dans les 3 groupes de participants qui ont rapporté avoir une commotion cérébrale. Dans les faits, on soupçonne que dans le groupe des contacts, il y en a eu des commotions cérébrales, mais qui n'ont pas été rapportées au plus. Et donc, mais le point ici important, c'est qu'encore une fois, il semble y avoir une espèce de dissociation où nos mesures TMS ne sont pas dans le même sens que nos mesures spectroscopiques, où dans un cas, on voit des déficits GABAergiques, dans l'autre, on en voit. Maintenant, on va répondre à la question précédente. Il y avait la question des coups à la tête. Une autre question qui est importante dans le cas des commotions cérébrales, c'est l'effet de l'activité physique. Donc, on sait que l'activité physique, c'est bénéfique pour tout le monde. J'imagine, presque tout le monde. Or, les athlètes qui pratiquent des sports de contact, bien, ils ont un avantage sur d'autres, c'est qu'ils font beaucoup d'activité physique.
Donc, chez ces athlètes-là, est-ce que le seul fait de pratiquer un sport peut avoir un effet protecteur sur les mécanismes qui nous intéressent GABAergiques, mais en même temps d'avoir un effet négatif qui est celui d'avoir des coups à la tête? Ce que l'on sait maintenant quand on regarde le GABA, c'est que faire de l'activité physique, juste avant une mesure avec la spectroscopie du GABA, on voit des augmentations du GABA, là, clairement. J'ai mis quelques exemples ici. Là. Donc, on prend des individus, des athlètes ou des non-athlètes, on leur fait faire de l'exercice physique sur un tapis roulant, on mesure le GABA avant et après l'exercice physique. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a une augmentation du GABA tel que mesuré par la spectroscopie chez ces personnes. Donc, ici, on a le questionnement pour nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on observe dans nos groupes d'athlètes? Ça doit refléter deux affaires, possiblement. Un, ça reflète les effets des coups à la tête, mais en même temps, ça pourrait refléter le fait que ce sont des athlètes, dans certains cas professionnels, donc qui ont aussi bénéficié des avantages du sport, en plus de, malheureusement, de subir les contre-coups associés aux coups répétés. Donc, on a décidé de regarder ces processus-là avec cette idée-là. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est dans le cortex préfrontal. Dans ce cas-là, on sort du cortex moteur. Et on a, encore une fois, on avait trois groupes de participants, des non-athlètes, des athlètes qui pratiquent un sport sans contact, donc ANCS Non-Contact Sports, et ACS Athlète Contact Sports. Donc, quand on regardait dans le GABA, ce qu'on voyait, c'est qu'effectivement, quand on comparait nos groupes d'athlètes, ce qui est la comparaison qui est faite habituellement dans ces études-là, c'est-à-dire qu'on prend des athlètes qui font un sport de contact, on les compare à des athlètes qui ne font pas un sport de contact, ou commotion, pas commotion, on les compare, on voit des différences. Donc ça, on l'a vu en spectroscopie, mais dans le contexte préfrontal. Or, qu'est-ce qui est important dans cette étude-là, c'est quand on rajoute un troisième groupe, qui est un groupe de non-athlètes, en fait, ce qu'on observe, c'est que le groupe de non-athlètes et le groupe d'athlètes qui pratiquent un sport de contact ne sont pas différents l'un des autres, mais ces deux groupes-là sont différents des athlètes qui pratiquent un sport sans contact. Qu'est-ce que ça suggère? Ce que ça suggère, en fait, c'est que l'activité physique, uniquement l'activité physique, a un effet sur le GABA, hein, dans le contexte préfrontal, qu'on voit une augmentation de cette activité-là, et que cette activité-là est plus grande à la fois des contrôles que des individus commotionnés. Fait que ça vient un peu amener des évidences à l'idée qu'on avait préalablement que les effets qu'on observe chez nos participants, chez nos athlètes commotionnés ou pratiquant un sport de contact, bien, il est double l'effet qu'on voit. On voit à la fois l'effet donc des coups à la tête, mais en même temps, on observe l'effet de l'activité physique sur la transmission GABAergique. Suite à ces résultats-là, on s'est dit, bien, allons voir spécifiquement si effectivement c'est le cas. Jusqu'à quel point l'activité physique chez des sujets, des individus en santé, va contribuer à moduler l'activité GABAergique. Donc, pour cette étude-là, encore une fois, pour regarder les composantes GABAergiques avec la TMS et la spectroscopie, on a pris des groupes d'individus qui ne sont pas des athlètes professionnels ou de haut niveau, mais qui soit pratiquent beaucoup d'activité physique ou un peu d'activité physique. Donc, on voit le nombre d'heures par semaine. On avait à peu près 10 heures par semaine d'activité physique cardiovasculaire dans un groupe, et un autre groupe qui font presque aucune activité physique dans leur semaine. Donc, il y avait une différence. On voit que le VO2 max, quand on a mesuré évidemment le VO2 max dans les deux groupes, le VO2 max était plus élevé chez les groupes qui font de l'activité physique depuis plusieurs années. Par contre, c'était important que ces groupes-là aient un indice de masse corporelle similaire. Donc, on a ici deux groupes. Un groupe qui fait beaucoup d'activité physique, un groupe qui ne fait pas beaucoup d'activité physique, tout en ayant le même indice de masse corporelle. On a pris ces participants-là, on leur a fait faire toute la patente encore, spectroscopie, TMS, pour essayer de voir ce qui se passe, mais aussi pour ramener des évidences additionnelles de qu'est-ce que nos deux mesures regardent dans le cerveau de ces gens-là. Quand on a regardé nos mesures TMS, donc on a comparé activité physique à non-activité physique, on a encore une fois, comme ce qu'on a vu dans les études sur les commotions cérébrales, des différences entre nous. Ça ici, c'est des mesures d'excitabilité corticale. C'est des mécanismes plus GABAergiques, puis je vois que le temps passe, donc on va le passer rapidement. Mais ce qui est important de voir ici, c'est quand on regardait maintenant dans nos deux groupes la concentration de GABA avec la spectroscopie, on ne voyait pas de différence. OK? Donc, là, on est rendu en 2023. Donc, on a fait le tour ici de ces études-là. Puis notre conclusion après tout ça, puis évidemment, on n'est pas les seuls à utiliser ces méthodes-là dans ces populations-là, mais ce
notre conclusion de ça, c'était que nos deux mesures, que l'on pense être GABAergiques, dans ces populations-là, elles diffèrent dans ce qu'elles nous montrent. C'est-à-dire qu'on a montré dans toutes sortes de designs, avec de l'activité physique, avec des commotions, avec des coups à la tête, qu'on était capable d'identifier les anomalies GABAergiques avec la TMS et qu'en aucun cas, on était capable de montrer ces différences-là quand on utilisait la spectroscopie. Donc, on est passé à l'étape suivante, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas donc regarder directement, oublier complètement l'aspect clinique, commotion cérébrale, population, mais regarder, est-ce que ces deux méthodes-là, effectivement, mesurent la même chose? Donc, on a décidé de regarder ça. Un des avantages, en fait, d'utiliser les deux techniques, c'est qu'il est possible de prendre des mesures dans la même région. C'est ce qu'on a fait depuis le début des études que j'ai présentées, c'est-à-dire que la TMS, on peut l'utiliser un peu partout en l'utilisant avec l'EEG, et dans le cortex moteur, c'est la façon la plus simple, en guillemets, celle qu'on a le plus utilisée historiquement. Donc, c'est qu'on va stimuler, on le voit ici, là, la région qu'on stimule, essentiellement, c'est la représentation de la main dans le cortex moteur primaire, qui est très facile à identifier. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est prendre des mesures en TMS et ensuite prendre des mesures dans la même région, c'est-à-dire mettre notre voxel, on le voit ici, le voxel, qui est évidemment un petit peu plus gros, bien sûr, mais sur la même région, puis la représentation dans la main, de la main dans le cortex moteur primaire, de prendre les deux mesures et d'ensuite voir, est-ce que les deux mesures corrèlent l'une à l'autre. Donc, c'est ce qu'on avait fait à l'époque et ce qu'on a vu, là, je m'excuse ici pour le fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de participants dans cette étude-là, mais heureusement, ça a été répliqué par la suite à plusieurs reprises. Les deux mesures ne corrèlent pas. Okay? Il y a eu des méta-analyses qui ont été faites par la suite. Les deux mesures ne corrèlent pas. Ça me semble être assez évident dans la littérature. C'est-à-dire qu'ici, j'ai présenté une des mesures TMS qui était celle dont j'ai parlé le plus jusqu'à maintenant, mais il n'y a aucune de nos mesures, en fait, TMS, qui regarde présumément spécifiquement le GABA. Nous, on a montré ça, d'autres ont montré ça. Il n'y a pas de corrélation. Sur l'axe des Y, c'est la durée de la période silencieuse. Plus la durée est longue, plus l'inhibition GABAergique est présumément forte chez ces individus-là. Et en bas, sur l'axe des X, on voit la concentration GABAergique telle que mesurée avec la spectroscopie. Donc, ça, c'était nos premières évidences, en fait, directes, dans ce cas-là, puis au même endroit, que les deux mesures ne regardent probablement pas la même chose. Par la suite, on s'est dit la chose suivante. Donc, Hugo, oui. Tout ça, là, c'est fait sur les muscles de la main, c'est pas fait sur les muscles entraînés. Exact. C'est tout le temps. En fait, on le fait tout le temps sur l'interostéus dorsal. Okay. Donc, l'index, des fois le plus. Okay. Mais il y a d'autres groupes qui font des muscles de la jambe, puis ça se ressemble. Mais ce n'est pas des muscles qui sont donc, ça, c'est évident, c'est des évidences qui sont ici, par définition, corrélationnelles. Donc, on s'est dit par la suite, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'avoir des évidences qui sont plus causales, donc essayer de provoquer des modulations du système GABAergique et de mesurer ces modulations-là que l'on a créées avec nos deux techniques. La première approche qu'on a utilisée, c'est d'utiliser la TDCS, stimulation transcrânienne par courant direct. Je dois dire, ceux qui suivent la littérature sur la TDCS, que c'est une mesure qui est réputée pour être très mauvaise, donc je le sais. Donc, ce n'est pas une bonne mesure, ce n'est pas une bonne méthode pour moduler l'activité cérébrale, mais c'est ce qu'on avait fait à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans la TDCS, c'est qu'on va mettre deux électrodes, une anode, une cathode. On fait passer un courant de relativement faible intensité entre les deux, 1 à 3 milliampères. Et l'idée là-dessus, c'est que le courant qui passe de l'anode à la cathode, ce courant-là, lorsqu'il passe à travers les neurones, va avoir un effet de modulation sur le potentiel mental. Okay? Donc, c'est une méthode qui est utilisée pour moduler l'activité neuronale de région du cerveau. Ici, on a à droite là, une modélisation des effets de la TDCS lorsqu'on place une électrode sur C3, une électrode sur C4, donc les cortex moteurs primaires droit et gauche. Et donc, on voit qu'il y a des effets neuronaux dans ces régions. Donc, notre idée ici au début, c'était de dire, faisons ça, c'est-à-dire modulons l'activité du cortex moteur et mesurons les effets de cette intervention-là sur les systèmes GABAergiques. On le fait. Oui. Pour les voxels, le choix du voxel pour la spectro, oui. Je vois que ça change le cortex moteur, mais y a-t-il c'est quoi
les critères du choix du voxel? Donc, les critères du choix du voxel, évidemment, c'est une question expérimentale. C'est son travail sur les fonctions exécutives. On pourrait décider de regarder les voxels dans le cortex singulaire, par exemple, antérieur. Dans notre cas, on utilise tout le temps, on a tout le temps utilisé le voxel dans le cortex moteur parce que ça, c'est guidé par nos résultats en TMS. Donc, en TMS, on a tout le temps, puis c'est ce qui est le plus utilisé, c'est le cortex moteur. La raison pour laquelle le TMS on fait dans le cortex moteur, c'est qu'on a, on a un effet observable. C'est-à-dire, lorsque je stimule le cortex moteur, ma main bouge. Si je stimule le cortex dorsolatéral préfrontal avec le TMS, on n'observe rien. On peut le faire maintenant avec l'EEG en enregistrant la réponse EEG à la stimulation. On ne pouvait pas le faire dans le temps. Donc, qu'est-ce qui nous informe sur le placement du voxel en spectroscopie? C'est vraiment nos demandes expérimentales, nos demandes théoriques dans l'étude. Nous, on a choisi le contexte moteur, encore une fois, parce qu'on voulait avoir la correspondance entre nos mesures TMS et nos mesures spectroscopiques. Okay? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a dit, bon, on va intervenir, on va faire de la stimulation électrique sur les cortex moteurs, encore une fois, et on va regarder ce qui se passe avec nos deux méthodes. Donc, en TMS, cette étude-là, donc, qu'est-ce qu'on avait montré à l'époque? C'est qu'on était capable de réduire la durée de la période silencieuse. Okay? Ça, on avait montré ça il y a plusieurs années. Donc, cette intervention-là, okay, c'est-à-dire on mesure, on fait de la TMS quand le participant arrive au laboratoire, on mesure sa période silencieuse, qui est une mesure présumément, encore une fois, gabergique. On fait une intervention, c'est-à-dire qu'on stimule les cortex moteurs droite et gauche avec nos électrodes pendant une vingtaine de minutes et on reprend nos mesures TMS de période silencieuse. Ce qu'on a observé dans ces études-là, c'est qu'effectivement, il semblait possible de moduler l'activité GABAergique telle que mesurée par la TMS en utilisant ces méthodes. Donc, ici, on a encore une fois des résultats TMS, entre guillemets, positifs, où le TMS semble à même d'être capable de mesurer des modulations dans le système GABAergique du cortex moteur. Vous devinerez probablement c'était quoi l'étape suivante, c'est de mesurer les effets de la TDCS en spectroscopie. Ça s'est avéré être une grave erreur parce qu'on a eu la mauvaise idée, en fait, de décider de stimuler nos participants avec la TDCS dans le scan. Okay, donc, j'avais une étudiante, Sarah Tremblay, à qui malheureusement est tombée cette lourde charge. Donc, on voit un exemple ici de comment ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'on mettait le stimulateur dans la salle d'analyse en arrière, on faisait passer un fil, on faisait passer le fil par en arrière et le patient avait les électrodes sur la tête et pendant qu'on enregistrait le signal spectroscopique, soit avant, soit après, soit pendant, on enregistrait, on mesurait la concentration, on a fait plein d'autres affaires, mais la concentration GABAergique dans ce cas-là. Okay? Donc, ici, on l'a vu qu'on était capable de mesurer des modulations GABAergiques avec la TMS. Quand on refait exactement la même intervention, la TDCS, mais qu'on le mesure cette fois-ci avec la spectroscopie, est-ce qu'on va être capable cette fois-ci finalement de le voir? Donc, on voit l'exemple ici, là, c'est juste une escale, on le voit assez clairement. Là, ça, c'est l'électrode, c'est des électrodes, ils ont à peu près 35 cm². C'est une espèce de petite éponge qu'on place, encore une fois, sur C3 et C4. Donc, on la voit ici, ça, c'est les deux électrodes. On voit ici, c'est notre voxel d'intérêt dans le cortex moteur primaire, la représentation de la main. Et présumément, ce que fait la TDCS, c'est que le courant passe de l'anode, reflété ici par la flèche jaune. Donc, le courant doit passer de l'anode et se rendre à la cathode. C'est le principe électrique de base. Et donc, ce courant-là, pendant qu'il passe entre les deux électrodes, va passer à travers les neurones et va en moduler le potentiel membranaire. Donc, c'est ce qu'on a fait. Là, pourquoi je dis que c'était une erreur? Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes, en fait, à faire. Puis, juste pour la petite histoire, là, à un moment donné, il y avait un des participants qu'on a mis dans le scan, on mesurait avec la TDCS, puis il s'est mis à avoir des flamèches. Regardez ça pour vous. Mais littéralement, il y avait un participant dans le scan, puis ça faisait des flamèches. On n'a pas aimé ça. Mais quand même, on est quand même rendu à ressortir des données de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Puis là, si vous avez tout écouté jusqu'à maintenant, vous allez comprendre qu'est-ce qui est arrivé. On n'a pas vu d'effet mesuré par la spectroscopie. OK? Là, on commence, là je pense que là, c'est où on s'est tanné, c'est-à-dire que ça fait longtemps, on l'a essayé sur différentes populations, dans différents contextes, avec différentes problématiques, et on voyait encore une fois que ce qu'on mesure avec la TMS, on n'arrive pas à le mesurer avec la spectroscopie. Dernier
dernière façon qu'on a décidé de le regarder, c'est d'y aller avec la bonne vieille méthode qui était utilisée, qu'on a vue au tout début pour regarder les mécanismes d'action de la TMS, c'est de faire une intervention pharmacologique. OK? Donc, des études chez l'animal, puis des études plus récentes chez l'humain, ont suggéré en fait que, puis ça c'est le point final de la présentation, c'est de regarder les mécanismes, c'était le but de toute l'affaire. Il y a plusieurs évidences qui suggèrent en fait que qu'est-ce qui est mesuré par la spectroscopie, c'est la concentration extracellulaire de GABA. OK, donc la concentration extracellulaire de GABA qui est impliquée dans ce qu'on appelle le tone GABAergique, c'est-à-dire l'inhibition de base qui est présente dans une région cérébrale. Et donc, on le voit ici là, sur un graphique. Donc, ce qui est mesuré quand on place un voxel sur une région du cerveau et qu'on mesure les concentrations des métabolites, bien, le GABA, ce serait vraiment la représentation extracellulaire. En même temps, il y a d'autres évidences qui suggèrent cette fois-ci que la stimulation magnétique transcrânienne, elle, lorsqu'on mesure présumément le GABA, ce serait plutôt l'activité phasique et synaptique du GABA qui serait mesurée. Okay, on le voit ici représenté sur le même graphique. Donc, plus particulièrement, l'idée ici, c'est que ce que la mesure de TMS réussit à faire, c'est de regarder, je me répète, l'activité synaptique. Donc, possiblement, c'est ce que les évidences nous suggèrent à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de montrer les mêmes choses avec la TMS et la spectroscopie? Bien, c'est parce qu'il y en a un qui mesure l'activité extrasynaptique, l'autre mesure l'activité synaptique, et les phénomènes qu'on observe avec nos interventions et avec les patients qui ont eu des connexions cérébrales, par exemple, n'affecteraient pas la même composante du système GABAergique. Pour essayer de voir plus clair dans cette question-là, on a décidé de prendre des individus en santé, donc des jeunes individus en santé, et leur donner du lorazépam. Donc, le lorazépam, mieux connu par tout le monde sous le nom d'activant, on sait très bien c'est quoi le mode d'action de l'activant depuis le temps qu'on l'utilise. Donc, c'est un modulateur allostérique du GABA, dont le mécanisme d'action, ici j'ai écrit, c'est d'influencer l'action du GABA en renforçant l'activité des récepteurs GABAergiques A, spécifiquement les alpha-2 et les alpha-3. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? C'est que le lorazépam aurait un mécanisme d'action qui toucherait spécifiquement l'activité synaptique du neurone GABAergique. Plus particulièrement, les récepteurs GABA-A. Donc, vous aurez deviné que de là, c'est assez simple de voir qu'est-ce qu'on va faire. C'est qu'on va donner du lorazépam et on va regarder qu'est-ce qui arrive dans le cortex moteur lorsqu'on mesure les effets du lorazépam avec la TMS et avec la spectroscopie. Okay? Avec la spectroscopie, les hypothèses sont assez simples. Présumément qu'on ne fera pas de différence avec la spectroscopie, mais on va voir la différence avec le TMS. Mais encore plus, c'est qu'on peut faire une hypothèse sur avec quelle mesure de TMS on va avoir l'effet. C'est les mesures que l'on pense qui mesurent le GABA-A et non le GABA-B, qui sont les mesures qu'on a vues jusqu'à présent à la période silencieuse. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, le lorazépam devrait jouer sur les mécanismes synaptiques. Donc, on a fait une étude randomisée, contrôlée par le placebo, double aveugle, mesure répétée. On a fait venir des participants 4 fois. Donc, 2 fois, ils avaient le placebo, 2 fois, il y avait le lorazépam. Donc, on donnait soit le lorazépam, soit le placebo. On attendait 2 heures, le temps que l'effet soit à son maximum. Et suite à ces 2 heures-là, soit qu'on les scannait en spectroscopie, soit qu'on faisait la procédure TMS. Donc, chaque participant a eu 2 fois le placebo, 2 fois le lorazépam, a eu 2 séances de TMS, 2 séances de spectroscopie. Okay, donc, on voit ici les durées, les intervalles entre les différents, c'est pas très important, mais entre les différentes interventions chez ces participants. Donc, c'est la dernière, là, on termine très bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en TMS? On a pris nos mesures qu'on a vues au début de la présentation. SICI, 2-3 millisecondes, c'est des mesures de GABA-A, théoriquement. LICI, CSP, c'est des mesures, présumément, de GABA-B. Et on l'a vu ça avec le TMS et on l'a vu avec, évidemment, le GABA. On a mesuré les métabolites GABAergiques. Qu'est-ce qu'on voit dans nos résultats? Première des choses, en TMS, on a ici ce qu'on appelle une courbe input-output, c'est-à-dire qu'on mesure l'excitabilité corticale, l'amplitude du potentiel évoqué moteur, et entre les différentes stimulations, on augmente l'intensité. Plus on augmente l'intensité de la stimulation, plus le potentiel évoqué moteur augmente en amplitude. Donc, on voit lorsqu'on a donné le placebo, et lorsqu'on donne le lorazépam,
on voit qu'il y a une diminution plutôt significative de l'activité, donc plus d'inhibition dans l'excitabilité corticocérébrale. Ce qui est plus important pour nous, par exemple, c'est le résultat principal de cette étude-là, c'est quand on regarde l'inhibition intracorticale. Donc, nos mesures, on l'a vu ici à gauche, c'est la SICI, l'intervalle de courte durée. On se rappelle qu'il mesure présumément le GABA A, et on a à droite l'inhibition de long intervalle qui mesure présumément le GABA B. Qu'est-ce qu'on voit dans ces résultats-là? Tel que suggéré par la littérature antérieure, bien, on voit un effet ici en TMS spécifiquement pour les mesures de GABA en TMS. Donc ici, on est bien content de voir ça. On voit deux choses. Un, on est capable de mesurer les effets du lorazépam sur le système GABAergique avec la TMS. Qui plus est, on est capable de distinguer la contribution des récepteurs B et des récepteurs A du système GABAergique en utilisant des paramètres de stimulation différents. Et dernière chose, encore une fois, vous allez probablement, si vous avez écouté, deviner le résultat. Quand on a regardé la spectroscopie avec le GABA, bien évidemment, on ne voit absolument aucune différence entre le lorazépam et le placebo, présumément parce que le mécanisme d'action du lorazépam est au niveau synaptique et que la spectroscopie mesure la concentration extrasynaptique. Donc, je conclue avec ça. On est capable de mesurer le GABA avec deux méthodes, TMS indirect, spectroscopie directe. Le TMS reflèterait une activité synaptique phasique. Le spectroscopie reflèterait une activité extrasynaptique tonique. Et lorsque donc on donne du lorazépam qui va affecter les systèmes GABAergiques synaptiques des récepteurs GABAergiques A, bien, on va voir un effet ici qui est observé en TES, mais qui n'est pas observé en spectroscopie. Donc, c'est tout pour la présentation. Donc, je voudrais remercier, très important, le Louis de Beaumont qui a fait toutes les études en commotion cérébrale, ou presque, dans le laboratoire, puis Sarah Tremblay qui, elle, a été impliquée beaucoup dans les études d'intervention et méthodologiques, là, GABA versus TMS et d'autres membres du laboratoire qui ont contribué. Merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps, mais s'il y a quelques questions en ligne, on peut les prendre. J'ai juste une petite question. De point de vue financier, c'est quoi la différence dans le budget entre les deux techniques? Ça, c'est une bonne question. Bien, en fait, nous, c'était beaucoup ça, parce que la TMS, essentiellement, sur le une fois que la machine est achetée. Après, une machine de TMS, ça peut coûter 50-60 000. Après ça, ça ne coûte rien. Okay, ça coûte la personne qui le fait puis des électrodes. Donc, c'est vraiment pas cher. Tandis qu'en spectroscopie, évidemment. Pas un technicien ou quelque chose. Ben, ça peut être un technicien ou un étudiant ou peu importe. Donc, nous, en fait, on aurait aimé, d'une certaine façon, que nos deux méthodes soient très similaires parce qu'on aurait pu dire, ben, c'est fini la spectroscopie, puis on aurait fait juste la TMS parce que ça coûte vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Puis c'est aussi beaucoup plus facile à analyser quand on le fait dans le contexte moteur. Donc, pratiquement, on aime beaucoup plus faire la TMS, mais c'est pas ce qu'on a vu avec avec Arsenie puis Samira, on s'intéresse au glutamate dans l'ASMR parce qu'il y a une hypothèse d'hyperexcitabilité. Et donc, je me demandais si c'est quelque chose qui résonne avec... Parce que dans le fond, on pense qu'il y a probablement une espèce d'équilibre entre les deux. Oui. Et donc, je me demandais pourquoi tu n'as pas essayé de voir les liens avec le glutamate. On l'a fait aussi avec le glutamate. OK. C'est mais, ça. Oui. Là, je me suis limité au... Il revient de moi prochain. Oui. Quand on fait la spectroscopie, tu sais, quand on fait la spectroscopie, évidemment, on les a, les signaux, on a le GLX, le glutamate et la glutamine, puis on les fait, puis quand on a des méthodes de TMS, donc, qui, eux, présumément, regardent des phénomènes glutamatergiques, parce que quand on donne des agonistes, des antagonistes glutamatergiques, on module ces paramètres-là. Donc, tout ce qu'on a fait là, on l'a fait aussi avec le GABA, mais juste pour finir, pourquoi on a poussé plus le GABA, c'est en glutamate, avec nos méthodes, dans nos populations, c'est ce qui a commencé ça, des commotions cérébrales, on n'envoyait pas d'effet glutamatergique. Avec la TMS. Oui, dans les moins. On l'a vu avec, on l'a vu avec la spectroscopie, en fait. Ça, c'est intéressant d'aller là-dedans plus à fond. Mais nous, on a commencé en TMS chez le commotionné, puis ce qu'on voyait, c'était juste du GABA. Quand on était dans le GABA, on les a toutes les données glutamatergiques. Non, mais je dis ça parce que, bon, on sait que le fait d'avoir un traumatisme crânien est un facteur de risque pour l'Alzheimer, etc. Donc,
Et s'il y a des mécanismes, tu sais, la question de de créer une espèce de cercle vicieux d'hyperexcitabilité qui pourrait venir à la fois de ton GABA. Exact. Mais donc, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué, mais ça peut être c'est ça. C'est ça. Mais tu as raison, on l'a montré en spectroscopie des effets glutamatergiques. Puis on ne l'a pas montré en TMS par contre. C'est ça, il faudra aller regarder les données. Très belle conférence. Excusez-moi. Mais est-ce que ça aurait été possible de faire le voxel sur la partie traumatisée ou je... En fait, dans l'inflammation cérébrale, il n'y a pas vraiment de dommages qu'on observe sur un scan. Fait que ça, c'est pas possible dans les commotions cérébrales, mais c'est sûr que si c'était un TCC plus sévère où on voyait des effets sur un scan ou sur un IRM, même des fois sur un CAT scan, effectivement, là, ce serait intéressant de le regarder, mais dans nos populations, on ne voit rien sur un scan. Merci. Je vais rester volontiers manger le truc. Aucun problème. Et quand